Alors, on se retrouve pour la deuxième partie. Je vous ai montré dans la première partie, partie 1, on était sur la reconnaissance passive. Maintenant, on va voir l'active reconnaissance, hein. On appelle ça active recon. OK? Donc, on va voir des outils simples tels que traceroute, tracert sous Windows, ping, telnet, hein. Et ce sont de vieux protocoles ou outils, mais qui font le taf. OK? Donc, on va voir comment les utiliser. Je vais aller assez rapidement, hein, puisque si vous vous intéressez un peu à l'informatique, vous devriez quand même connaître, hein, notre petit NC, Netcat, Telnet, Traceroute, Ping. Mais on va voir un petit peu comment on peut s'en servir pour faire de la reconnaissance active. OK? Donc, on va essayer de recueillir des informations sur le réseau, le système et les services, hein. On a vu, la reconnaissance passive nous permet de recueillir des informations sur votre cible sans aucun type d'engagement direct ou de connexion. Et on va récupérer des informations qui sont accessibles au grand public. À l'inverse, je vous avais dit, quand on fait des attaques par ingénierie sociale ou même ne serait-ce que pinguer une machine, on commence à rentrer dans la phase offensive, la phase de reconnaissance active. OK? Donc ça vous oblige à, naturellement, cette fois-ci, établir une sorte de contact avec votre cible. Ce contact, ça peut être un appel téléphonique ou une visite à l'entreprise cible, sous prétexte de recueillir plus d'informations, généralement dans le cadre de l'ingénierie sociale. Alternativement, il peut s'agir d'une connexion directe au système cible, qu'il s'agisse de visiter leur site web ou de vérifier si le pare-feu, s'il y a un port SSH ouvert, éventuellement. Pensez-y, hein, comme si on devait inspecter les fenêtres et les serrures d'une porte, d'une maison, pour essayer de s'infiltrer, ok? Par effraction. Donc, il est essentiel de se rappeler que une reconnaissance active, hein, ça veut dire quelque chose de délictueux si vous le faites sur une entité, des structures, hein, qui ne vous appartiennent pas ou auxquelles vous n'avez pas l'autorisation légale signée du client. Ok? Donc maintenant que le disclaimer est fait, on va se concentrer sur cette fameuse reconnaissance active en fait, hein. On commence par des connexions directes à la machine, hein, et vous le savez, ça peut naturellement laisser des informations dans des journaux, ok? Qui, avec votre adresse IP, l'heure de connexion, la durée de la connexion, entre autres choses. Cependant, toutes les connexions ne sont pas suspectes, hein. Il est possible de laisser votre reconnaissance active apparaître comme une activité cliente régulière, hein. Envisageons la navigation sur web, personne ne soupçonnera un navigateur connecté à un serveur web parmi des centaines d'autres utilisateurs légitimes. Ok? Donc vous pouvez utiliser ces techniques à votre avantage lorsque vous travaillez en red teaming, hein, en attaquant, et si vous voulez pas alerter l'équipe bleue, ok? Ou les alerter le plus tard possible. Donc, le but, ça va être quoi? Ça va être de modifier son user agent, hein, quand vous utilisez des outils. Très souvent, les scripts dédiés oublient que je vous donnerai par exemple Burp ou SQL Map. Ok? Eh ben, il y a le user agent, hein, qui est clairement noté en tant que SQL Map ou Burp. Donc, il faudra penser à modifier les user agents pour se faire passer pour un navigateur web classique. Ok? Sinon, vous allez, c'est sûr que les administrateurs, ils vont rigoler parce que déjà, ils vont voir que vous connaissez rien en hacking et deux, vous allez laisser à chaque fois que vous vous connectez dans les journaux, l'indication que vous utilisez tel ou tel outil. Ok? Donc nous, qu'est-ce qu'on va avoir? On va pas avoir des outils très compliqués, mais des choses qu'on a tous les jours, qu'on sert en informatique, qu'on a sous les yeux. Et des fois, on oublie que ça peut servir de cadre de reconnaissance efficace. Donc on a notre navigateur web, hein, avec tous les outils de développement du navigateur web. Ça peut prendre un certain temps pour se familiariser, mais ils offrent une interface graphique, hein, et on a des outils de commande qui sont relativement simples à utiliser. On verra ping, traceroute et telnet sous Linux. Donc, le navigateur web. Ok, donc votre navigateur web, qu'est-ce qu'il fait? Il se connecte tous les jours à quoi? Aux ports TCP/80 et 443, HTTP, HTTPS, HTTP en clair, HTTPS en chiffré. Hein, étant donné que 80 et 443 sont des ports par défaut pour HTTP et HTTPS, le navigateur ne les affiche pas dans les barres d'adresse. Cependant, il est possible d'utiliser des ports personnalisés pour accéder à un service. Si je rentre ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai quatre
trois indications majeures. Ok? Je sais quoi? D'abord, je lui précise HTTPS. Donc, je vais me connecter c'est un serveur HTTPS à l'écoute, qui sera quoi? Sur le localhost 127.0.0.1 ou 0.0.0.0, c'est pareil, deux points, et j'ai l'indication quoi? Ensuite, j'ai le port. Ok? Donc, protocole, adresse IP, et port. C'est la Sainte Trinité. Ok? Donc là, bah oui, ça va se connecter à mon localhost. Qu'est-ce que le localhost, pour rappel? C'est une boucle locale, un virtuel, qui tourne en local, donc sur votre machine, et qui n'est pas connecté à Internet. On se sert du localhost pour héberger un serveur, notamment, hein, et on va pouvoir faire des tests. Ok? Vous pouvez tout à fait héberger déjà sur le localhost votre serveur et ça va permettre de vérifier que ce que vous avez développé, les solutions, hein, votre page HTML, votre CSS, votre JavaScript, fonctionne. Hein, c'est un environnement de bac à sable. Et on peut tout à fait faire tourner les applications sur le localhost, sur notre ordinateur, qui vont nous rendre des services. OK? Donc, lorsque vous naviguez sur une page web, généralement, on peut faire, bah, c'est le cas là, hein, sous Firefox, on fait CTRL-SHIFT-I et on accède directement, hein, euh, ou au mode débugage, au mode développeur, comme on lui dit. Hein. À vous de chercher les commandes. Et je crois que sous Google Chrome, Chromium, je crois que c'est CTRL Shift F12, quelque chose comme ça. Ok, de toute façon, dans n'importe quel navigateur, vous faites inspecter l'élément, la sécu, et vous y arrivez directement. Ok, donc ça, on va s'en servir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi? Bah parce que ça permet d'inspecter de nombreuses choses en fait que votre navigateur a reçu ou a échangé avec le serveur distant. Hein, on peut afficher, modifier même les fichiers JavaScript, les JS, inspecter les cookies définis sur votre ordinateur et découvrir la structure des dossiers, du contenu, du site. Ok, donc ça varie en fonction des navigateurs, mais on retrouvera toutes ces sections, c'est standardisé. Et là, clairement, on voit le JavaScript hein, qui est chargé lorsqu'on essaye de se connecter à TryHackMe et les appels qui sont faits. Ok? Et on peut appliquer des filtres, on peut débugger. On verra ça plus tard. Ok? Donc ensuite, Foxy Proxy, je vous en ai parlé pour Burp. Ok? Foxy Proxy va nous permettre de modifier rapidement un serveur mandataire, aka un proxy, pour utiliser, à utiliser pardon, pour accéder au site cible. On s'en sert souvent, comme je vous le disais avec Burp Suite. Pourquoi? Pour faire des attaques de l'homme du milieu. Ok? Donc là, je l'ai pas là, je l'ai dans mon autre navigateur, mais ça va nous permettre de switcher rapidement entre une configuration euh, comment dire, avec proxy ou sans proxy. Sinon, naturellement, il faudrait à chaque fois qu'on aille dans préférences, hein, qu'on tape proxy et qu'on fasse nos réglages là-dedans. Vous pouvez tout à fait le faire, hein, c'est tout à fait possible. Voilà, vous voulez passer par Burp Suite, vous allez faire quoi? Vous allez faire du manuel, on a dit qu'on travaille quoi? Sur le local host, hein, et généralement, on va le passer en 80-80, c'est le port par défaut de Burp Suite, ok? En SOC 5, ça, c'est tout à fait possible. Mais à chaque fois, je vais devoir cocher, décocher. Ah bah non, j'utilise plus Burp Suite, no proxy, autodetect. Ok, vous voyez où je veux en venir ou pas? C'est beaucoup plus simple d'utiliser Foxy Proxy. Ensuite, on a le User Agent Switcher et Manager. Ok, bah je vais le prendre. Comme ça, je vais vous montrer en même temps. Si j'ai oublié de le réinstaller, hop, donc ça, pareil, c'est extrêmement puissant, ça va permettre de modifier l'agent utilisateur. Hein. Grosso modo, on va pouvoir se faire passer pour des iPads, pour des téléphones, pour des iPhones, pour des Android. Vous allez modifier hein, la version de votre navigateur. On peut en gros faire du spoofing. Hein. On va pouvoir usurper l'identité de n'importe quelle machine, n'importe quel ordinateur, n'importe quelle tablette, n'importe quel téléphone. Ok? Comment ça se passe? Alors attendez que je regarde un petit peu où ça se passe. Voilà. Donc là, j'ai visiblement des réglages faits, ok? Et j'ai juste à cocher. Et là, vous voyez bien qu'il y a une grosse différence. Hein. Moi là, je suis sur un Linux qui utilise Firefox en 5.0. Et bah lui, il me dit, bah écoute, tiens, si tu cliques là-dessus, mon gars, tu seras en Chrome 90 sur un Windows 8.1, hein, et voilà l'user agent que je te propose. Ok? Donc vous pouvez tout à fait bidouiller et chercher. Je vais me faire passer pour un iOS, vas-y, mets-moi un iOS en 13.3 avec un Chrome 80. Ok? Là, quand je vais me connecter, alors, on peut vous griller. Hein, je veux dire qu'on peut faire du fingerprinting. Si on fait du fingerprinting, ça va poser problème.
Pourquoi? Parce que vous savez que vous avez des drivers, vous avez des pilotes qui permettent de faire fonctionner votre ordinateur et vous avez des librairies, vous avez des API. Donc, on va voir que ça correspond pas à ce que vous dites dans votre user agent. Mais si le site ne fait pas de fingerprinting via des techniques Vislard pour en savoir un peu plus sur votre petite personne, qu'est-ce que vous allez laisser comme trace? Bah, vous allez laisser comme trace dans les logs, en tout cas, hein, que bah, oui, un iPhone iOS hein, qui s'est connecté au serveur. Alors que techniquement, vous voyez bien qu'on est sous Kali Linux. Donc ça va être un outil extrêmement précieux, hein, et on s'en sert pas forcément à des fins malicieuses, mais par exemple, je vais pouvoir jouer pareil dans la console développeur et lui dire, écoute, tu vois, moi je suis un téléphone, j'aimerais bien que tu me l'affiches, mon site, hein. Imaginons que je sois développeur web. Je vais lui dire, écoute, là c'est bien, tu m'as chargé la version euh, pour ordinateur. Je voudrais maintenant hein, que tu me montres comment tu arrives à charger la version pour iPhone, ok? Ou la version sur Android, ou la version sur iPad. Bref, vous avez compris, ok? Donc on va bidouiller le user agent ou on va lui demander carrément, vous voyez, d'afficher la version et votre navigateur peut le faire en temps réel. Voilà le site, comment il se charge en version, euh, comment dire, téléphone, ok? Sur un téléphone. Là, je suis en train de simuler un téléphone. Bah, c'est un peu le même principe, ok? Dans quel sens je le veux, voilà. Ça, il n'y a rien de malicieux. On s'en sert tous les jours en dev pour tester, ok? Et puis, je vais pouvoir simuler même la bande passante, le réseau. Là, je vais lui dire, écoute, ouais, bon, j'ai de la 2G, donc à l'ancienne, combien de temps ça va me prendre, par exemple, hein, pour charger ma page, ok? Et là, il va vous dire, bah écoute, regarde les performances, voilà combien de temps ton site met à se charger. Là, vous voyez que bah, il y a des trucs hein, qui sont bloqués par Ghostery. Donc, vraiment, c'est ultra puissant. Et le user agent, hein, donc voilà, ça va nous permettre en fait de feinter hein, le serveur web. Et les serveurs web, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils se servent du user agent justement pour vous fournir le contenu qui soit le plus adapté à votre configuration. Ok? Mais ça peut servir aussi de fingerprinting. On peut malheureusement vous espionner grâce à ça. Ok? Donc là, c'est ce qui vous explique. D'accord? Donc on va pouvoir spoofer, réécrire le user agent, hein, les chaînes, à chaque requête, ok? Et voir comment bah, le site réagit en fonction c'est un téléphone ou pas, est-ce que c'est un ordinateur Windows, est-ce que c'est un ordinateur Linux, un macOS, etc., etc. Bon, vous avez compris, je pense qu'on peut revenir, j'ai pas besoin de trop développer. Ok, donc ça, je crois que le blabla, c'était le fait. Graph DOM Tools. Ok. Ah, et le troisième, c'est notre ami Web Analyzer. Ok. Web Analyzer. Il va analyser toutes les technos hein, qui tournent sur le site sur lequel vous êtes. Ok. Et après, bah, vous allez justement chercher des failles, faire de la reconnaissance hein, pour trouver éventuellement les versions qu'utilise votre cible et comment vous pouvez euh, saloperie. Euh, et comment vous pouvez vous en servir, hein, grosso modo, pour faire votre reconnaissance. Et, ben là, je sais que c'est du React 15.5.4. Est-ce que je vais essayer de développer un exploit pour React, hein? Est-ce qu'il n'y a pas des failles publiques hein, pour React 15.5.4, etc., etc. Et vous pouvez cliquer et ça vous redirige automatiquement, hein, un peu comme Shodan. Ça va vous tirer des stats et ça va vous dire, bah écoute, React, tiens, tu connais pas React? Voilà le trafic mondial sur Internet et voilà les gros sites qui utilisent React. Ok? Des rapports. Hein. Est-ce que c'est très utilisé vis-à-vis du trafic? Dans quel pays il y a plus de React? Hein, quelle est la langue et les alternatives? Ok? Donc vous voyez, ça, c'est un très bon outil et on va s'en servir constamment pour faire du fingerprinting, hein, ouais, les empreintes digitales, mais le principe d'empreinte digitale appliqué au digital, c'est le cas de le dire, au numérique. On va prendre en fait la copie conforme du site et essayer de comprendre les différents langages qui sont utilisés, les différentes technos, hein, les différents frameworks adressiels
etc., etc. Vous avez bien compris. Ok? Donc là, on va faire un premier exercice très simple, mais vous allez voir la puissance. Ok? Là, je connais pas les réponses, hein, je peux essayer de m'amuser, mais je les trouverai pas. Par contre, je vais regarder le JavaScript, ok? Et là, vous allez voir que c'est assez puissant, puisqu'on va récupérer quoi? C'est dans le debugger. On va récupérer le JS, et dans le JS, bah là, j'ai toutes les réponses, ok? Donc je saurai exactement quoi répondre, qu'est-ce qu'attend le site web. Ça se fait de façon interactive via du JavaScript. Et là, on nous dit, bah, combien il y a de questions? Bah, regarde, tiens, les questions, elles sont là, elles sont en clair, ok? Je sais qu'il y en a 8. Et après, je vois la fonction, hein, qui est utilisée en JavaScript, bah, pour faire cette partie interactive, en fait, hein. Voilà, le get element by, la, les couleurs, etc., etc. Là, il y a des boucles, ok? Une boucle itérative, ok? Donc on voit concrètement, hein, comment, là pour nous, bah, c'est graphique, mais derrière, vous savez que le JavaScript vous permet de faire des choses interactives. Il va capter les mouvements de votre souris, ce que vous tapez, où c'est que vous cliquez, hein, et créer ce qu'on appelle des événements, les événements JavaScript. Un événement, c'est quoi? Bah écoute, j'ai juste à cliquer et on voit que bah, en fonction de l'événement, cliquer sur cet endroit, eh ben c'est quoi? Dans le code, ça dit bah là c'est la mauvaise réponse, tu vas afficher à l'utilisateur incorrect answer, hein, mauvaise réponse. Et si c'est bon, bah écoute, voilà, tu passes interactif, tu me charges le deuxième truc. Ok, incorrect answer, vous avez compris où je voulais en venir. Ok, donc on voit, c'est interactif. Avant on avait des pages web statiques, ok, maintenant on les a plus. Ok, TCP chatter. Ok. Donc ça, je sais pas à quoi ça sert, mais visiblement, ouais, ça doit être pour vous entraîner au TCP. Je l'ai jamais fait ce truc. Donc voilà, ok, donc on voit la puissance, et là, on a vu que dans le JavaScript, je peux récupérer l'info. Ouais, il y a bien 8 questions, ok? Sans savoir, j'ai juste regardé le code source. C'est pour ça qu'à chaque fois, on vous dit, regardez le code source, ok? Donc voyons le ping, ok? Je pense qu'on le connaît tous, mais on va revoir un peu concrètement les bases, hein, du ping. Qui dit ping, pong, ok? Hein, c'est un peu comme les sonars, hein. Dans les sous-marins, vous envoyez un écho, l'écho rebondit sur quelque chose, il vous parvient et vous arrivez à calculer la distance. Et ben là, c'est un peu pareil, mais en différent. On va voir ça. Je bois mon café et on est parti. Donc, le ping devrait vous rappeler le jeu de ping-pong, tennis de table. Vous lancez la balle et vous vous attendez à la récupérer. L'objectif principal du ping est de vérifier si vous pouvez atteindre le système distant et que le système distant peut vous rejoindre. On appelle ça quoi? Un canal de communication. Pour qu'il y ait un canal de communication, il faut quoi? Il faut deux acteurs. Ok? Il faut que Alice appelle Bob et que Bob réponde à Alice. Ok? À partir de deux personnes, on peut établir un canal de communication. À moins que vous soyez schizophrène et que vous vous parliez à vous-même. Dans ce cas-là, vous avez un canal de communication dans votre tête et vous vous parlez à vous-même. Ok? Mais c'est le début de la schizophrénie. Généralement, on parle à quelqu'un. On ne se parle pas à soi-même. Ok? Donc on est d'accord. Donc bah, c'est le même principe, ok? C'est établir la communication entre deux ordinateurs ou plus. Ok? Donc en d'autres termes, au départ, ça a été utilisé pour vérifier la connectivité réseau. Cependant, nous sommes plus intéressés par ces différentes utilisations. Qu'est-ce qu'on veut? On va notamment vérifier si le système distant est en ligne. Ok? Donc en termes simples, la commande ping envoie un paquet à un système distant et le système distant répond. De cette façon, vous pouvez conclure que le système distant est en ligne et que le réseau fonctionne entre les deux systèmes. Si vous préférez une définition plus pointilleuse, le ping est une commande qui envoie un paquet ICMP Echo Request à un système distant. Si le système distant est en ligne et que le paquet ping a été correctement acheminé et non bloqué par un pare-feu naturellement, le système distant doit renvoyer une réponse ICMP echo. Ok? Donc echo request, echo reply. Ok? Donc request demande, hein, et reply réponse. Ok? De même, la réponse ping doit atteindre le premier système, c'est-à-dire notre machine, si bah, elle est correctement acheminée et non bloquée par un pare-feu. Ok? Donc on va se rassurer bah, de la bonne
transactions au niveau des communications entre les deux ordinateurs. Ok? Communication, puisqu'on parle de transactions plus en base de données, pardon. Donc, vous avez bien compris ça, je pense que c'est clair, et bah, le ping, tout le monde le connaît, hein. Même pas besoin d'être informaticien, on s'est tous servi du ping où on vérifie constamment notre ping, hein, dans un jeu vidéo pour s'assurer qu'on va pas avoir du lag, hein, ou de la désynchronisation, ok, ou du rubber banding, hein. Donc voilà, tous ces problèmes qui surviennent quand la latence est pas bonne entre deux machines. Et quand vous jouez à un jeu vidéo, bah c'est quoi? C'est votre poste client, votre PC, qui se connecte à quoi? À un serveur distant, hein, et tous les joueurs se connectent avec leurs clients au serveur, ok? Et bah voilà, qu'est-ce que fait le serveur? Il communique constamment avec les joueurs, hein, et il réfléchit les actions en temps réel en fonction de ce que vous faites dans votre jeu. Il va mettre à jour et renvoyer ça aux autres clients, c'est-à-dire les joueurs avec qui vous jouez ou contre qui vous jouez. Ok? Pour faire une analogie. Donc, on va tester le ping. Le ping, c'est pas très compliqué, hein. On tape la commande et le hostname ou la machine IP. Mais beaucoup de gens oublient que tout simplement, on peut se servir du ping pour résoudre, ok, ou pour, comment dire, traduire un nom d'hôte, un hostname, en quoi? Bah, en adresse IP. Qu'est-ce que je veux lui dire par là? Laissez-moi vous montrer. Je pense que vous savez tous ça, mais des fois on oublie. Si je veux pinguer, allez, on va pinguer Orange, ok? Je ping orange.fr. Ça marche? Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une des adresses IP, hein, j'ai le nom de domaine et j'ai l'adresse IP. Ok? J'ai fait ping orange.fr. Qu'est-ce que je peux faire? Ça ne change strictement rien. Je peux faire ping orange.fr. Qu'est-ce qui change? 207. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On n'a plus la même adresse. Ok? Donc là, c'est le serveur qui nous sert ce nom de domaine. Et là, visiblement, c'est le World Wide Web. Ok, ça doit être le serveur web Orange lorsque vous connectez à www.orange.fr. Donc on voit déjà, hein, que bah, il y a une différence. Qu'est-ce qui change? Bah oui, ça change. Si je mets le W, eh ben c'est plus la même chose, c'est plus le même serveur et c'est peut-être pas la même adresse IP du coup. Ok? Et où je voulais en venir, imaginons maintenant que je ping le 193, 252, 117.207. Ok. Là, par contre, hein, il me dit pas à qui appartient la machine. Ok, parce que j'ai pingé directement l'adresse IP. Ok, mais ça peut être super utile. Comment je sais l'adresse principale, enfin en tout cas le serveur, hein, qui peut accéder à mes communications. Je ne connais pas la machine d'Amazon. Ok, Amazon.com. Comment je peux connaître une des machines qui sert le site? Bah, j'ai juste, ok, à la ping et je récupère une adresse IP. Ok? Donc ça peut être super utile quand on a un nom de domaine. Vous pingez le nom de domaine et vous avez la correspondance en adresse IP. Ok? Parce qu'on va techniquement très souvent attaquer plus souvent une adresse IP qu'un nom de domaine. Ok? Puisque le nom de domaine, après, il peut être hébergé par plusieurs serveurs. Il peut y avoir plusieurs adresses IP. Bon, je m'arrêterai là, ok? Et il y a une autre commande, pensez, hein, c'est on a le ping N sous Windows, on a le ping C sous Linux, c'est-à-dire que le ping, tant que vous ne faites pas un contrôle C, il s'arrêtera pas. Là, je lui demande quoi? De faire 10 séquences, ok? Là, on voit les séquences, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça va s'arrêter. Ok? On voit bien. Donc, si on doit reprendre, ok, je peux mettre, hein, le switch C, ça va nous permettre de définir le nombre de séquences. Vous voyez qu'on commence tout le temps par la séquence 1 ou plus. Ensuite, on a quoi? On voit que c'est une charge utile, un payload de 64 bits, hein, notre echo request. Ça nous dit, bah écoute, à partir, hein, de d'amazon.com, www.amazon.com, moi je sais que c'est tel serveur qui répond. Ok, c'est le 162, 219, 225, 118
en IPv4, eh ben, je lui envoie hein, ton ICMP Echo Request. Ok, il y a un time to leave ok, de 55. Ok, c'est-à-dire quoi? Eh ben, pour pas engorger le réseau, l'extranet, l'internet ou même un réseau d'entreprise, vous savez qu'on peut avoir un défaut au niveau du réseau, c'est ce qu'on appelle une boucle locale. En fait, hein, ça va boucler et le problème c'est que ça peut faire du déni de service, hein, rendre totalement inopérant si vous faites une boucle. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, pour empêcher ce phénomène, au cas où ça se produirait, on a euh, un time to live, un temps de vie. C'est-à-dire que votre paquet réseau, il part de votre machine, il va passer de switch en switch, de routeur en routeur, jusqu'à arriver au site d'Amazon. Ok? Si jamais il n'a pas fait l'aller-retour entre votre machine et la sienne, hein, le serveur est à nouveau revenu à votre machine en 55 sauts. Donc là, on a Toto le hacker eh ben, au bout de 55 sauts, s'il n'a pas atteint Amazon et que c'est parvenu à la machine de Toto, qu'est-ce que fait la trame IP, le paquet réseau? Il s'auto-détruit. OK? Parce que le principe de boucle dans un réseau, c'est que le paquet réseau va être enfermé dans une boucle et ça va saturer en fait la bande passante, ça va saturer les switches, les routeurs. OK? Puisque toute communication bah, demande du calcul en termes de bande passante, hein, en termes pour la distribution des communications, mais aussi en termes de mémoire, hein, en termes de cycle CPU, puisqu'il faut traiter cette information, c'est les ordinateurs qui les traitent, ok? Mais vous savez que des switches, des routeurs, tout va dépendre de la taille, de la puissance, du prix, mais parfois ils ont des CPU qui sont faibles, ok? Ou ils n'ont pas beaucoup de mémoire, ou ils ont des disques durs qui sont lents, etc., etc. Ok, donc je généralise, c'est plus compliqué que ça dans les faits. Mais voilà, comment on peut flooder? Eh ben, on va envoyer des paquets réseau hein, qui vont monopoliser l'attention, soit d'un switch, soit d'un routeur. Et bah, si jamais ça dure trop longtemps, on peut carrément mettre en rideau, faire tomber l'équipement parce qu'il va être saturé. Hein. C'est ce qu'on appelle une attaque par saturation. Hein, déni de service ou déni de service distribué. Ok? Le premier truc qu'on apprend en réseau, c'est du SYN flood. Ok? Le SYN flood, vous savez qu'on a des paquets SYN, ok? Et on va flooder le réseau avec ça. Ok? On a des outils H3, je me rappelle comment il s'appelle, Hping sous Linux, Hping 3. Voilà, ça me permet de faire du SYN flood. Ok? Je vais pouvoir flooder le réseau et alors, je vais vous montrer, je suis pas sûr que ça marche parce qu'il doit y avoir des systèmes de défense, mais on peut tout à fait lui dire, bah écoute, tu vas me floader, hein, je vais choisir le mode TCP, je peux spoofer des adresses, le TTL, hein, le régler, et on va floader, ok? Envoyer des paquets aussi rapidement que possible à notre cible, et bah, soit ça va la rendre inopérante, c'est-à-dire que techniquement, si je vais sur le site, je vais essayer de rafraîchir la page et là, je vais avoir une erreur 403, Forminon ou 404 qui va me dire écoutez, le serveur a l'air pas en ligne, veuillez réessayer plus tard. Ok? Et si jamais on est carrément trop bourrin, là, c'est vraiment les attaques euh, par déni de service distribué, là, carrément, on peut faire redémarrer le serveur ou le faire tomber. Ok? Et il va s'arrêter. Ok, donc c'est vraiment des attaques, ce qu'on appelle du déni de service, c'est de l'offensif. Vous allez perturber ou détruire les communications et les infrastructures de votre adversaire. Ok, c'est de la guerre, c'est de la vraie guerre informatique. Ok, mais revenons à nos moutons. Donc on voit bien ce principe. On a quoi? On a le payload, la taille en octets, l'adresse IP, la séquence, le TGL et le temps moyen. C'est ça qui nous intéresse le plus, c'est le temps moyen pour la communication. Aller-retour, hein, pensez, hein, puisque, comment dire, si je ping, si je reviens à mon exemple, voilà, là je vois quoi? Pour pinguer Amazon.com, ok, mais en fait c'est les serveurs Akamai, hein, qui est un fabricant, enfin un fournisseur de serveurs, on va dire, de technologie, c'est un peu comme Cloudflare, ok. Je mets 15 secondes, 15 millisecondes, 20 millisecondes au plus, ok, mais il faut vous dire 20 millisecondes, c'est pas
de l'ordinateur de Toto à Amazon. Ok? C'est de l'ordinateur de Toto à Amazon à Toto. Ok? Puisque aller-retour. Donc en fait, je mets combien de temps pour atteindre Amazon? Je mets pas 20 millisecondes. J'en mets x2, divisé par 2. Je vais mettre 10 millisecondes pour atteindre le serveur. Ok? Et encore à nouveau 10 millisecondes pour que le paquet revienne, hein, et que je récupère quoi? Eh ben, l'écho reply. Ok? Parce que ça, moi, je fais quoi? Je fais une requête et j'attends une réponse. Je fais une request, echo request, ICMP, et j'attends une reply. Et ça, c'est la reply, à chaque fois, avec le temps de la reply, aller-retour. Ok, donc ça, et enfin, vous avez le nombre de paquets transmis. En effet, il y en a 17. Comment je sais ça? Bah, la dernière, c'était la séquence 17. Nombre de paquets perdus. Ok, ça va me permettre de diagnostiquer s'il y a un problème d'engorgement ou des problèmes au niveau du réseau. Là, je suis en fibre, j'ai 0 paquet. Ok, on sera susceptible de perdre plus des paquets sur des connexions cuivrées. Ok, donc typiquement ADSL. Ok, ou via les airs, hein, c'est-à-dire Wi-Fi, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G. Ok, puisque ça passe par l'air et bah, ça peut être perturbé par des ondes électromagnétiques, par du verre, par l'épaisseur des murs, etc., etc. Vous pouvez perdre des paquets. OK? Et rappelez-vous qu'en communication, hein, on a le TCP qui va vérifier l'ensemble des paquets, hein. C'est un mode fiable de transmission des informations. Et à l'inverse, on a l'UDP, hein, on va balancer les paquets. Et ben, si jamais ils sont pas reçus, il n'y a pas de vérification de la bonne transmission de l'ensemble des paquets, on va renvoyer les paquets, hein, si jamais ils sont perdus. Et s'ils sont perdus, bah, ça arrive. Euh, Comment dire? Typiquement, c'est quand vous faites du Skype ou de la vidéo en ligne, ok, VOID, eh ben, vous allez voir des artefacts, hein, des sortes de cubes de couleurs, et ça va pixeliser pendant un petit moment. Et ben là, c'est tout simplement que la frame, hein, donc on a 24 images par seconde, 50 ou 60 images par seconde dans une vidéo. Le cinéma, c'est 24 images par seconde. Et ben, il y a une image, hein, toutes les secondes, il y a 24 images. Une de ces images n'a pas reçu l'intégralité des données, et c'est pour ça que ça pixelise. Ok? Qu'on va avoir une sorte d'effet de bruit, de neige, hein, comme on avait à l'époque sur les vieux magnétoscopes. Ok? Donc c'est un peu ce délire, c'est quand il y a des pertes de paquets. Voilà. Donc encore une fois, hein, je vulgarise au maximum. Ne m'en voulez pas si vous êtes des experts et tout ça, ça vous parle déjà. Donc revenons, ça, le ping, ok? Donc tout ça, c'est pareil, hein, vous faites la moyenne, vous voyez que le temps en millisecondes, bah oui, il peut mettre le plus bas, c'est quoi? C'est celui-ci, ok? Ça, c'est le temps le plus court, ok? Donc il a fallu 396, 0,396 millisecondes pour atteindre la machine, mais on voit que ça peut prendre également 6,36. Qu'est-ce que fait le programme? Hein? Il va pondérer, il va prendre tout ça, il va faire la moyenne. Et il va dire, bah écoute, en moyenne, euh, ouais, en moyenne, ça va mettre 4097 millisecondes. Ok? Donc voilà, ça va faire le calcul. Et là, ça me paraît, pourquoi 97, ça me paraît un peu bizarre. Voilà, ouais, c'est pas présenté. Mais c'est un peu le délire, ok? Le temps qu'il a fallu en millisecondes total, pardon, et le round time trip, ok? Round time trip, le RTT, on verra ça, hein. TTL, RTT, c'est comprendre. Je vous ai dit, qu'est-ce que fait le paquet? Il part de la machine de Toto, il va à Amazon et il revient chez Toto. Et ben ça, c'est le round time trip. Trip, c'est voyage. Round time, c'est-à-dire aller-retour. Le voyage aller-retour entre Toto et Amazon, bah c'est Toto, Amazon, Amazon qui répond, ça revient chez Toto. Ok? Et là, on voit que ça met 20 millisecondes. Donc, à pas confondre, hein. J'atteins en 10 millisecondes la machine d'Amazon, mais le round time trip, il y a également le retour. Ok? Et donc, lui, il me dit, bah écoute, minimum 13 585 parmi là. On va le trouver, 13 585. Bref, il pondère, hein, je pense que c'est un peu. Voilà, c'est là-dessus là. Ok. Ensuite, il nous dit quoi? Average, hein, en moyenne, il te faut 15,191 millisecondes pour faire la communication. Le maximum, ça a pris
21 260 et ça doit être le médian, hein, c'est 2,18. Ok? Donc voilà, c'est la variation, le delta, si vous voulez. Ok? Donc voilà, pareil, soyez à l'aise parce que ça, vous le verrez tout le temps. Ok? Euh, Donc, si jamais vous pingez une machine qui ne répond pas ou qui est filtrée par un pare-feu, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous aurez au lieu d'avoir justement le temps en millisecondes, vous aurez le destination host unreachable. Donc, hôte, enfin la destination de l'hôte est injoignable, hein, inatteignable, si vous voulez. Hôte de destination inaccessible, je vous le traduis. Ok? Donc, voilà, ça va nous permettre de savoir s'il y a des pertes de paquets, si l'ordinateur de destination ne répond pas, eh ben, peut-être il est en cours de démarrage, il est éteint, ou le système d'exploitation est craché, il est peut-être débranché du réseau, il y a une périphérique réseau défectueuse, hein, sur notre chemin, hein. Le pare-feu est configuré pour bloquer ces paquets, et le pare-feu peut être un logiciel exécuté sur le système lui-même ou via une appliance, hein, distincte réseau, c'est-à-dire via un routeur, techniquement. Ok? Et par défaut, sachez-le, c'est pas le cas d'Unix Linux, mais le pare-feu Microsoft bloque le ping par défaut. Entrant, j'entends, hein, pas sortant. Donc, c'est beaucoup plus compliqué de pinguer des machines Windows et je vous conseille toujours de bloquer, hein, tout simplement. euh, Aller dans votre antivirus, régler le pare-feu et autoriser les pings sortants, que vous puissiez pinguer les machines auxquelles vous voulez vous connecter, mais bloquer tous les pings entrants, ICMP request. Ok, il y a des options pour le faire. Pourquoi? Bah, à chaque fois qu'on essaiera, et il y a des bots, il y a des spams, il y a des botnets, hein, il y a des universités, il y a des grosses boîtes, ok? Tous les jours, votre machine se fait pinguer, ok? Et c'est assez violent, ok? On s'en rend pas compte, mais il y a peut-être 80 personnes qui essayent chaque minute de se connecter à votre machine, vous ne le savez pas, ok? Donc, vous avez tout intérêt à bloquer. Déjà, ça vous protégera pas, mais ça mettra des bâtons dans les roues si quelqu'un veut essayer de rentrer sur votre ordinateur. Ok? En tout cas, sur votre réseau, hein, dans votre DMZ, votre zone, votre réseau local, on va dire. Ok? Donc, bloquez tout le temps les ICMP reply. Ok? C'est-à-dire que votre ordinateur ne doit jamais répondre aux autres en combien de temps il répond et surtout s'il est là. Ok? Et bah voilà, s'il répond pas, on dira la personne qui va vous scanner, elle va voir que bah votre ordinateur il répond pas. Alors elle est pas bête. Elle sait que vous bloquez peut-être les paquets, elle sait que peut-être bah, votre ordinateur là il est éteint ou il y a un problème, ok? Mais déjà ça va commencer à foutre le bordel, ça va compliquer les choses, ok? Et en sécurité informatique, vous savez, on fonctionne par strates. C'est des strates comme un millefeuille et il n'y a pas une solution qui va vous sauver, ok? Vous le savez, sinon vous serez pas sur ma chaîne. Vous savez qu'en informatique, tout est possible. C'est juste une question de temps, d'argent et de moyens. OK? Et d'intelligence et de technique. Bon, revenons à nos moutons. Quelle option utiliserons-nous pour définir la taille des données transportées par la demande d'écho ICMP? C'est une très très bonne question. Par défaut, elle fait 64. La taille de l'entête ICMP, alors il va falloir faire de la recon. Je crois que c'est 6, mais je sais plus. Donc déjà, comment on peut savoir ça? Je vous avouerai, même moi j'ai un blanc. Ping-h help, ok? Et qu'est-ce qu'ils veulent? Je vais regarder la taille des données transportées par la demande. Voilà, size. Donc c'est petit s, si je dis pas de bêtises. Ok. Quelle est la taille de l'entête? Bah écoutez, on va faire de la recours. ICMP, euh, header, hein. Alors, c'est codé en 30 bits, 32 bits, et donc ça c'est la somme, c'est le checksum, ça va vérifier, ça on a notre identifier, donc je dirais le header il fait soit 8 soit 16. Euh,
elle est en 32 parce que 8, 16, ah oui, parce qu'il y a le type, le code et le checksum, tout ça, ça fait le header. Donc c'est codé en 8 bits, c'est ça qu'ils veulent, mais ça en fait 32. Le type, il est en 8 bits, le code, il est en 8 bits, le checksum, il est en 16 bits. Et l'extended header, il est en 32 bits. Ok, donc là, ICMP header 8 bits, autant pour moi, d'accord. Donc là, on a la réponse. Ok, je vous mettrai les ressources dans le tuto. Hein, comprendre l'encapsulation, hein, c'est le principe d'encapsulation des paquets réseau et le header est en 8 bits. Ok, donc j'ai dit des bêtises. Ok, bon, je vous mettrai tout ça hein, si vous voulez creuser. Donc c'est bien 8. Ok, le pare-feu bloque-t-il? Bah oui, 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 il bloque tout. Quoi? Le pare-feu bloque-t-il le ping par... Ah oui, mais c'est en anglais, donc il faut que je mette quoi? Yes or no? Complètement à l'ouest. Ok. Déployer la machine virtuelle et, à l'aide du terminal, exécuter la commande. Bon, ça, je vous l'ai montré, ok. Hein. Bah oui, il y en a 10. C 10, bah oui. Ok. Donc, pensez juste, hein, ça ne marchera pas pareil, comme je vous disais, sous Windows ou sous Linux, ok. macOS Linux, vous allez faire ça, Unix, et ça, c'est typiquement Windows, hein, qui fait jamais rien comme les autres. Ok? N ou C. Hein, c'est pas le même switch. Voilà, on continue. Alors, traceroute, pareil. Traceroute, quand on parle d'un système Unix, Linux. Hein, sinon, on va parler de Tracert. Un Tracert, c'est exactement le même outil, sauf que il est pour Windows. Ok? Traceroute et Tracert hein, pour Microsoft Windows. Ok? Mais ça fait exactement la même chose. Donc, comme son nom l'indique, la commande traceroute trace l'itinéraire emprunté par les paquets de votre système vers un autre hôte. Le but d'un traceroute est de trouver les adresses IP des routeurs ou de saut d'un paquet qui les traverse en fait. Hein. Et c'est ce qui se passe. Hein. Votre système a un autre cible quand on essaie d'établir une communication par Internet, par exemple. Hein. Cette commande va révéler également le nombre de routeurs entre les deux systèmes. Il est utile car il indique le nombre de sauts. Hein. Donc, je vous parlais du time to live. À chaque saut, il va être décrémenté. Ok? Donc, si je reprends mon exemple, hein, je vous disais tout à l'heure, ok? J'ai quoi? J'ai un TTL de 55, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, machine, 48, 47, 46. Si jamais il prend un réseau et qu'il est engorgé, bah le TTL, hein, s'il est arrivé à zéro, bah, là, il va s'auto-détruire. C'est bête, il était presque arrivé à votre ordinateur. Et là, bah, qu'est-ce que ça va faire? Ça va dire unreachable, ok? Puisque le paquet sera sur un réseau congestionné, au lieu d'aller directement au chemin, vous savez que Internet ne fonctionne pas comme ça. Des fois, vous allez être routé à l'autre bout du monde parce que bah, il y a une partie du réseau, par exemple en Europe, hein, qui est congestionnée, vous allez passer par l'Asie, ok? Et bon, généralement c'est pas le cas, mais c'est pas comme en mathématiques, hein, le chemin le plus court n'est pas forcément en ligne droite. Voilà, donc ça il faut retenir, ok? Donc, comme je vous disais, on va calculer le nombre de sauts, hein, et on utilise généralement du routage dynamique, comme je vous le disais, qui va s'adapter aux modifications du réseau. Ok? Donc, ça veut dire que l'itinéraire emprunté par les paquets peut changer. Hein. Donc, il existe un moyen direct de découvrir le chemin d'accès de votre système à un système cible. On va utiliser ICMP hein, pour feinter, pour tromper les routeurs afin qu'ils relèvent leur adresse IP, sachant que c'est pas obligatoire. Ok? Le routeur peut être configuré pour ne pas vous donner son adresse IP. Ok? Dans ce cas-là, vous allez voir que bah, on a un astérix, on n'a rien en fait. Hein, ok? Et bah, très souvent et de plus en plus en fait, comme on pouvait détourner bah, Traceroute, eh ben, les serveurs ne répondent pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un serveur qui a permis le saut du paquet réseau hein, sur son chemin. Ok? Donc si je reprends.
Ok? On va utiliser CMP pour tromper les routeurs, hein, pour qu'ils relèvent leur adresse IP, et on peut y parvenir en utilisant un tout petit time to live dans l'entête IP, hein, bien que T représente le temps, hein, TLL indique le nombre maximal de routeurs dessous qu'un paquet peut traverser avant d'être abandonné, hein. Ok? Donc le TTL n'est pas un nombre maximal d'unités de temps. Lorsqu'un routeur reçoit un paquet, hein, il décrémente, comme je vous le disais, la durée de vie d'un avant de passer au routeur suivant. Ok? Donc la figure suivante montre qu'à chaque fois que le paquet IP passe par un routeur, sa valeur TTL est décrémentée de 1 initialement, hein. Il laisse le système avec une valeur de 64 et il atteint le système cible avec une valeur TTL de 60 après avoir traversé 4 routeurs. En effet, s'il prend chemin qui est surligné, bah, qu'est-ce qu'il y a? 64 moins 4 égale 60. Ok? Euh, Qu'est-ce qu'ils essayent de vous expliquer là? 254, 254. Oui, d'accord, voilà. Oui, ce principe de décrémentation. D'accord. Donc là, 64, hein, moins 1, 63, 62, 61, 60. Il arrive à l'adresse IP finale 10, 1, 2, 254. OK? Toutefois, si la durée de vie atteint 0, elle sera supprimée et un délai de vie SIMP dépassé sera envoyé à l'expéditeur d'origine ou pas. Dans la figure suivante, le système a défini un TTL sur 1 avant de l'envoyer au routeur. Le premier routeur sur le chemin décrémente la TTL, hein, ça arrive à 0. Par conséquent, le routeur rejettera le paquet et enverra un message d'erreur ICMP dépassé en transit. Notez que certains routeurs sont configurés, comme je vous le disais, pour ne pas envoyer de tels messages ICMP lors de la suppression d'un paquet, pour être plus furtif. Ok? Donc qu'est-ce qui va se passer? On a un TTL de 1, bah, il arrive là, 0. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il repart avec la mention ICMP Time Exit in Transit. Ok? Donc sous Linux, on a un traceroute, hein, qui va commencer par envoyer des datagrammes, hein. Donc si on parle de datagrammes, on parle d'UDP. Ok? Dans un paquet IP, 2 TTL étant de 1. Ainsi, le premier routeur rencontre un TTL 0, hein, et renvoie un délai de vie ICMP dépassé. Par conséquent, une durée de vie de 1 vous révélera l'adresse IP du premier routeur. Ensuite, il enverra un autre paquet avec TTL2 et on va faire ça, ainsi de suite. Ok? Donc ça va nous permettre de faire de la reconnaissance. Et c'est assez violent. En fait, hein, on détourne l'utilisation bah, du time to live et avec Traceroute, on va pouvoir récupérer énormément d'informations. Ok, donc on voit dans la sortie, hein, si on se base sur leur exemple, on a 14 lignes numérotées, chaque ligne représente un routeur, un saut, et notre système envoie 3 paquets avec le TTL défini sur 1, 3 paquets avec le TTL défini sur 2, ainsi de suite. Selon la topologie du réseau, nous pouvons obtenir des réponses jusqu'à 3 routeurs différents en fonction de l'itinéraire emprunté par le paquet. Considérez la ligne 12, le 12e routeur avec l'adresse IP répertoriée euh, a fait un drop, hein, il a laissé tomber le paquet et il a envoyé un message ICMP dépassé en transit. Ok? Donc ça, on le voit là. Et le 12 aussi. Ok? Euh, hein, c'est celle qu'on a là. Indique le temps en millisecondes pour chaque réponse euh, qu'elle parvienne à notre système. Ok? D'autre part, nous pouvons voir que nous avons reçu qu'une seule réponse sur la ligne 3. Ok? Et je vous ai dit, quand il y a les astérix, typiquement, ok, ça indique que notre système n'a pas reçu de messages ICMP prévus et qui sont dépassés en transit. Ok? Donc là, on voit 2 étoiles en entrée et en sortie. Ok? Et dans la première ligne, on voit que les paquets quittant l'attack box, hein, prennent des itinéraires différents. Nous pouvons voir 2 routeurs qui ont répondu à un TTL étant de 1. Notre système n'a jamais reçu le troisième message ICMP inattendu, attendu, pardon. Ok, ça on le voit tout de suite ici. Ok, là on voit plusieurs routeurs qui répondent en fait. Ok, et là on a une trace route B
et on voit que bah, ça peut être différent en fait, hein. Là, on va faire 26 sauts. Lors de la deuxième exécution du programme Traceroute, nous avons remarqué que les paquets prenaient un itinéraire beaucoup plus long, passant par 26 routeurs. Si vous exécutez un traceroute vers un système de votre réseau, il est probable que l'itinéraire change. C'est normal, vous êtes sur un réseau local, votre réseau local. Cependant, dès que vous sortez sur l'extranet, hein, ben, rien ne garantit que la route, hein, ce qu'on appelle la route, vraiment, euh, ben, ne sera pas différente, hein. Parce que bah, parfois, il y a des routeurs qui répondent avant d'autres, qui prennent en charge le trafic est rerouté, certaines parties du réseau, sections sont engorgées, hein, et donc bah, on va rerouter les paquets. Ok? Donc pour résumer, qu'est-ce que c'est Traceroute? Eh ben, c'est un outil qui va nous permettre de comprendre le nombre de sauts de routeurs entre votre système, hein, et ça va nous afficher le temps en fait, hein, pour faire ce chemin-là. Ok? Il n'y a aucune garantie que vos paquets suivront toujours le même itinéraire, comme je vous le disais, même si vous êtes sur le même réseau, ou si vous répétez la commande traceroute dans un court laps de temps. Ok? Certains routeurs renvoient une adresse IP publique. Vous pouvez examiner quelques-uns de ces routeurs en fonction de la portée des tests d'intrusion prévus. Et certains routeurs ne renvoient pas de réponse parce qu'ils veulent être furtifs. Ok? Et très souvent, sur des grosses infrastructures, ok, les routeurs vont vous envoyer chez. Vous n'aurez pas de réponse, ok. Ça va compliquer quelque peu la tâche. Donc, dans le traceroute 1, quelle adresse IP, dernier routeur saut avant d'atteindre TryAcme? Bah, si on regarde, on prend notre trace, on est sur quoi? Le dernier, c'est quoi? Hein, 172, 67, 69, 208. Ok, ça c'est quoi? C'est ma machine. Ok, c'est parti de là. On lui a dit, écoute, tu me fais un 13 route, hein, avec des sauts, 30 sauts maximum. Ok, et tu m'envoies des paquets de 60 octets. Ok, donc ça c'est ma machine, ça revient, je m'en fous. La dernière c'est quoi? C'est celle-ci. Ok, ensuite. Oh mon gars, vas-y, réveille-toi. Bon, t'es réveillé? What? Ah, avant de d'atteindre tryacme.com, autant pour moi. Pas mon ordinateur, mais tryacme.com. Donc le dernier routeur, c'est tryacme.com, il est là. Ok, donc ça, pareil, je prends l'adresse. Ok, donc on prend bah, Traceroute B, c'est le dernier saut, c'est cette adresse. Et le dernier saut pour cette Traceroute, c'est 172 67 208. Ok. Pourquoi? Bah parce que c'est le routeur qui héberge tryacme.com. Ok, c'est le dernier, puisque c'est celui qui nous sert le serveur. Le serveur et le service. Donc dans le traceroute B, combien y a-t-il de routeurs entre les deux systèmes? Bah on a calculé, on a fait 26 sauts. Ok. Démarrer la machine virtuelle attachée à la partir de la tâche 3 si elle n'est pas démarrée. Et on va faire un traceroute, vérifier combien de sauts se trouvent entre l'attack box et la machine virtuelle. Bon, si tu veux. Je vais vous montrer. On va se faire quoi? On va se faire un traceroute sur la machine. Et là, on voit qu'on a deux sauts. Ok? On a deux sauts et c'est régulier. Ce qui est un petit peu normal. Pourquoi c'est normal? Parce que non, c'est pas forcément normal en fait. Qu'est-ce qui se passe? En fait, je passe par deux serveurs pour atteindre l'Angleterre et l'infrastructure de TryAcme. Ok? Donc si je ping TryAcme,
Ok, c'est 172, 67, 69, 208. Je pense pas qu'il va répondre, mais on va toujours essayer. Si, il répond. Ok, donc qu'est-ce qu'on voit concrètement? Bah, que je suis chez Orange, hein, j'ai ma Livebox Home, hein, c'est mon routeur. Je suis en 192.168.1.1, c'est normal, c'est l'adresse de broadcast. Ok, enfin la gateway, pardon, la passerelle qui communique avec quoi? Bah, de mon réseau local, l'intranet, à quoi? À l'internet, qui est en fait quoi? L'extranet. Ok, donc la passerelle permet de communiquer vers l'extérieur et à partir de là, je vais me diriger vers l'Angleterre en passant par une communication chiffrée en SSH, en, avec OpenSSL, pardon. Donc OpenVPN qui utilise l'OpenSSL. Ok. Donc techniquement quoi, bah, on voit que bah, je transite, ce qui est un petit peu normal, via l'infrastructure de mon fournisseur d'accès à Internet. On voit que j'utilise des routeurs principaux d'Orange. Ok. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Je suis rerouté vers un dernier serveur. Là, on a traversé la Manche, on est directement en Angleterre et il y a un dernier routeur qui me sert la communication jusqu'au tryacme.com. Ok? Donc un des plus vieux protocoles au monde, hein, développé en 69 par Bell, je crois. Télécommunication, il me semble, à vérifier, mais bon. Ça nous a permis de communiquer avec un système distant via une interface de ligne de commande, hein, ce qu'on appelle le CLI. Je vous ai montré dans le jeu Rétro Hacker, je me ferai peut-être une partie ce soir d'ailleurs. On voit comment on utilise le telnet, hein, et c'était extrêmement populaire, comme le BBS, hein, qui permettait d'aller sur des forums de hackers à la belle époque. Ok? Donc, ça utilise le port 23, hein, et ce n'est pas du tout sécurisé. C'est-à-dire que tout ce que vous envoyez, tout est en clair. Qui dit clair dit, bah écoutez, on peut venir faire une attaque de l'homme du milieu, en fait, et bah, pouvoir lire l'ensemble de ce qui est dit. Ok? Donc voilà, on a une alternative sécurisée, c'est le protocole SSH, Secure Shell. Ok? Donc cependant, le client Telnet, avec sa simplicité, peut être utilisé à d'autres fins, sachant que le client Telnet repose sur le protocole TCP. Vous pouvez utiliser Telnet pour vous connecter à n'importe quel service et faire ce qu'on appelle du banner grabbing. Ok? On va récupérer sa bannière et ça va être extrêmement utile pour faire de la reconnaissance. Sachant que le client Telnet, donc vous pouvez vous connecter à n'importe quel service s'exécutant sur TCP, hein, et même échanger quelques messages, à moins qu'il utilise le cryptage. Ça m'étonnerait. Donc là, qu'est-ce qu'on voit, hein? On a affaire à un Telnet, l'adresse IP de la machine sur le port 80, et on voit qu'il va nous répondre, ok? Via une requête HTTP. Donc, hein, si on part de ce principe, disons que nous voulons découvrir plus d'informations sur un serveur web en écoutant sur le port 80, donc HTTP, nous nous connectons au serveur au port 80, puis nous communiquons en utilisant le protocole HTTP. Vous n'avez pas besoin de plonger dans le protocole HTTP, vous avez juste besoin d'émettre quoi? Une requête en GET, hein, avec le protocole HTTP 1.1. Ok? Typiquement, c'est ce qu'on voit. Bah, c'est des requêtes HTTP classiques, hein, qu'utilise votre navigateur, qu'on voit dans Burp. Ok? Donc pour spécifier quelque chose de la page d'index par défaut, eh ben, on va lui dire bah, à la racine, tu me charges page.html. Ok? Ça va me charger cette ressource. Et on doit spécifier quand vous voyez le 1.1, c'est tout simplement la version qui est utilisée. Et la dernière version, c'est bien le protocole HTTP 1.1. Ok? Donc, pour obtenir une réponse valide, et si c'est mal formé, bah, vous aurez bah, des soucis. Ok, donc d'où l'intérêt de bien formater sa requête en HTTP pour que bah, le serveur vous réponde. Sinon, ça fera serveur invalide. Ok, enfin réponse invalide ou requête invalide. Ok, donc voilà. Ok, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est de pouvoir découvrir le type et la version du serveur web installé. Ok, ça va nous permettre de faire notre reco. Ok, je peux établir la communication 200. Ok, et j'ai un Nginx.
Ok? Donc typiquement, vous voyez bien que même Nmap, pour aller récupérer des informations, il va se servir de ces techniques, hein, en utilisant le telnet, en faisant du ping, du traceroute, tout ça, pour essayer de deviner, d'énumérer en fait ce qui tourne, hein, ni plus ni moins. C'est ce que fait Nmap et d'autres logiciels de scan de port. Ok? Et pas que. C'est pas, il n'y a pas que ça, mais ça en fait partie. Ok? Donc dans cet exemple, nous avons communiqué avec un serveur web, nous avons donc utilisé les commandes HTTP de base, et si nous nous connectons à un serveur de messagerie, nous devrons utiliser des commandes appropriées basées sur le protocole. On ne va pas utiliser du HTTP, ça ne marchera pas. On utilisera du SMTP ou du POP3, de l'IMAP, etc., etc. Je vous ai fait des vidéos, tout est dans Internet, mes playlists réseau, je vous explique tout ça. Ok? Démarrer la machine virtuelle attachée, ok. Utiliser le client pour Google Mail. Quel est le nom du serveur en cours? Eh ben, on va aller voir. Alors, c'est en 2.4.10, hein, il est en 2.4.10. Même s'il nous ferme la communication, c'est du Debian 2.4.10. On a le nom de domaine et on sait que c'est un serveur Apache. Ok? Donc ça nous permet de faire notre RICO et de répondre aux questions Apache 2.4.10. Passons maintenant à Netcat. J'ai plus besoin de ça. Je vais le dégager. Ok. Donc, notre ami NC, hein, Netcat, ou simplement NC à différentes applications qui peuvent être d'une grande valeur pour un pentester. Netcat prend en charge les protocoles TCP et UDP. Ok? Donc, excusez-moi, on va terminer la machine, il m'emmerde. Ok, donc NECA, tout simplement NC, a différentes applications qui peuvent être d'une grande valeur pour un pen tester. Netcat prend en charge les protocoles TCP et UDP. Il peut fonctionner comme un client qui se connecte à un port d'écoute, comme vous le savez, on s'en sert tout le temps pour récupérer nos reverse shell. Et il peut agir comme un serveur qui écoute sur un port de votre choix. Vous pouvez vous en servir également pour transférer, téléverser, télécharger des fichiers. Ok, et c'est un outil pratique car vous pouvez l'utiliser comme un simple client ou serveur au niveau du TCP et de l'UDP. Hein. Donc tout d'abord, pour vous connecter au serveur, comme on l'a fait avec Telnet, on va récupérer sa bannière. Hein. En faisant quoi? Ben, en lui donnant tout simplement l'adresse IP et le port, qui est finalement assez similaire, hein, à ce qu'on utilise pour Telnet. Ok? Donc on va faire ça. Hop, il m'a mis à jour 716, ouais, c'est bien ça. Ok. Et on devra peut-être appuyer sur Mage entrée après la ligne get. D'accord. Allez, on va voir. Valide porte. Ah bah oui. Alors, on veut quoi? 80. Aussi, on reprend. Je vais faire simple. Net 4. Ah, ok. NC 80. Je lui fais quoi? Je lui fais un get à la racine. Et je veux de l'HTTP en 1.1. Et le host, c'est Toto le hacker. Ok. Et on récupère bien ce qu'il y a. Ok. Nginx, le e-tag, etc. etc. Ok. Donc, basé sur la sortie, on voit que c'est un 6.2, hein, on port 80. Donc, bah, ça nous permettra d'en savoir un peu plus. Et on sait qu'on devra attaquer du Nginx. Ok. On peut utiliser Netcat pour écouter un port TCP et vous connecter à un port d'écoute sur un autre système. Typiquement, on utilise le LP, mais vous voyez tout le temps que j'utilise le LNVP. Ok? Donc c'est décomposé. V, hein, c'est quoi? C'est le mode verbeux. Ok? Le L, c'est quoi? C'est le mode d'écoute. Le N, c'est quoi? C'est le mode numérique. Hein. On ne veut pas résoudre les noms d'hôtes via DNS. On attaque des adresses IP et on veut que ça. Et enfin, le plus important, on a le port. Et le port, généralement, on lui met 444, port Metasploit 1, 2, 3, 4, ce que vous voulez, tant que le port est ouvert sur votre pare-feu. Sinon, le pare-feu va bloquer la communication. Hein. Ok? Donc,
Voilà, LNVP, je vous conseille de retenir ça. Après, il y en a qui préfèrent VNLP, il y en a qui préfèrent LPVN, mais il faut que le P soit à la fin. Ok? Donc, vous allez jouer sur les trois premières lettres, mais le P doit toujours être à la fin parce que le P, il attend quoi? Il attend le port juste après. Ok? Ça, c'est les erreurs qu'on fait très souvent. Après, on a du verbeux, du très verbeux, et continuer l'écoute après la déconnexion du client. Ok? Donc, ça, si on n'a pas envie que ça quitte, en fait, hein. Donc, l'option P, numéro de port. N évitera la recherche des NS et les avertissements. Et les numéros de port inférieurs, hein, les common ports, comme on les appelle, il faut utiliser le route pour pouvoir utiliser ces ports. OK? Parce qu'ils sont réservés. OK? Donc, du côté client, c'est notre machine, hein, on va pouvoir se connecter à un serveur en tapant NC 10.10.10.116 plus le port. OK? Ça établira la connexion avec le serveur et on prendra la main sur le serveur. Et à l'inverse, hein, si on veut attendre une communication sur un port précis, on utilisera le LNVP sur un port précis. Ok? Donc là, si on fait ça, on attend quoi? On attendra que il y a une communication qui s'ouvre sur le 12.34. Et qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que le serveur va faire la communication inverse. Ok? C'est pour ça qu'on appelle un river shell en fait. Et votre charge utile, elle dit quoi? Quand vous piratez via un river shell, la charge utile dit au serveur d'ouvrir la communication vers votre machine sur le port 1, 2, 3, 4. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, le payload, en fait, il va faire un net 4 avec quoi? Votre adresse IP et le port que vous avez choisi. Ok? Techniquement, c'est ce qu'on fait tout le temps quand on fait des charges utiles pour récupérer la main sur des serveurs qu'on veut pirater. Ok? Et comme la connexion, c'est le serveur et pas le client qui l'ouvre, c'est-à-dire que généralement, les ports sortants sont ouverts. Donc vous allez contourner le pare-feu, alors que si vous attaquez de front à partir de votre machine cliente le serveur, vous risquez de vous faire niquer la gueule par le firewall. Ok, ni plus ni moins. Ok? Donc démarrer un, utilisez Nav4 pour vous connecter au port de machine virtuelle 21. Quelle est la version du serveur en cours? Un FTP. LS, il le prend pas. Non. Help, il va bien. Et on a quoi? Ah ouais, c'est un vieux port. Please login with user and pass. Ok, ouais, donc on n'a pas l'accès en passif. Je peux pas me balader dedans pour vous montrer. Mais on est dedans. Ok, qu'est-ce que je peux mettre? Ok, un complete. Ouais, ok, d'accord. Bon, voilà. C'était pour vous montrer FTP, on est d'accord. Et qu'est-ce que c'est? Bah, on est en FTP, on est en version, on a dit, hein, en 6.4. Pardon. Quelle est la version du serveur en cours? Ah, tu veux 0.17? Je commence à fatiguer. C'est ça qu'il voulait. Ok. Donc, retenez tout ça, hein, on a couvert de nombreux outils différents, et le but c'est de savoir les assembler, hein, quand utiliser ping, quand utiliser traceroute, telnet, hein, donc techniquement traceroute pour mapper le chemin jusqu'à la cible, ping pour vérifier si le système répond à l'ICMP Echo, telnet pour vérifier quels ports sont ouverts et accessibles en essayant de s'y connecter, et naturellement vous avez Nmap, comme je vous le disais, qui va conjuguer tout ça en beaucoup mieux. Ok? Donc pareil, Tracert, hein, Traceroute, Ping Ping, il y a quelques petites différences entre eux, Microsoft et Windows, hein, et se connecter en tant que client à un serveur ou Netcat en tant que serveur, et c'est le serveur que vous allez pirater qui va se connecter en tant que client. Ok? River Shell, Bind Shell, River Shell. Ok? Bind Shell, direct, liaison directe, River Shell, liaison, je sais même pas comment on traduit. Reverse hein, à l'envers.
Donc, voilà. Et puis, pensez aussi, hein, ça peut être très utile, hein, faites-vous passer pour des smartphones, des ordinateurs via le user engine, modifiez-le dans votre navigateur web grâce aux outils du développeur. Bref, soyez intelligent, ok? Et rusé. Et je sais pas ce que c'est ça, on ira voir. Apparemment, il y a une autre salle, je vous la ferai peut-être. Ok? Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.